bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier épisode de notre première série de Europe at Lunch. Les Europe at Lunch qu'on a lancé en février, toutes les 3 semaines, le mardi midi, 45 minutes, pour durant cette première série, aborder les différentes dimensions des négociations entre la Suisse et l'Union européenne. Donc, on a abordé un certain nombre de sujets et on a le plaisir de terminer aujourd'hui cette série avec une thématique de grande importance, celle de la coopération Suisse-UE en matière de formation et de recherche. Et pour ce faire, on a invité et on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Marilyn Maillard, qui est responsable des affaires européennes et internationales au Conseil des EPF et donc experte en la matière. Marilyn était, je crois, aussi quelques années à Bruxelles et connaît ce dossier depuis pas mal d'années. Donc, un grand merci à elle d'être avec nous aujourd'hui. Elle nous fera part de sa présentation durant une vingtaine de minutes, suite à quoi on pourra prendre des questions, discuter de ce sujet. La présentation se fera en français, mais les slides sont en allemand et pour les questions, il ne faudra pas hésiter aussi à les poser en allemand si vous le souhaitez. Le débat se fera dans les deux langues. Voilà, comme à notre habitude. Donc, sur ce, je rappelle simplement aussi que le tout est enregistré et sera mis à disposition sur YouTube dans le courant des prochaines semaines, respectivement dans les prochains jours. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Raphaël Betts et je suis le secrétaire général du Mouvement européen. Et sur ce, bienvenue encore. Et Marilyn, parole à toi. Merci Raphaël et merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de voir des nouveaux visages qui ne sont pas forcément mes clients habituels à qui je partage les informations qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, je voulais commencer. Est-ce que vous voyez la slide? Voilà. Là, Oui, voilà, super, parfait. super. Alors, l'idée aujourd'hui était surtout de vous donner un petit aperçu en fait des programmes d'intérêt pour la Suisse, parce qu'on parle de recherche, d'innovation, d'éducation, mais il y a quand même d'autres programmes européens pour lesquels la Suisse a formulé un intérêt. Donc, je passerai un petit peu ces différents programmes en revue et voir où est-ce que la Suisse a mis maintenant ses priorités. Vous donner en fait un aperçu du nouveau contexte européen qui existe depuis les dernières négociations de la Suisse pour des programmes européens. Ensuite, donc, vous expliquer brièvement le processus pour arriver à une association dans les programmes européens, les informations qui sont disponibles sur le site du secrétariat d'État pour la formation, recherche et innovation, CEFRI en français, SBFI en allemand. Et ensuite, l'impact négatif que connaît actuellement le secteur de la recherche, mais aussi l'économie au niveau suisse, dû à la non-association actuelle de la Suisse au paquet Horizon. Puis je terminerai avec quelques pistes en fait pour la suite, sachant qu'actuellement les choses sont encore très incertaines sur les développements. Alors, tout d'abord, il faut se rappeler que la Suisse a été la première fois associée à un programme européen. Donc, les programmes européens s'appellent Framework Program. Donc, ils ont tous un numéro. Donc, depuis FP6, la Suisse a été associée grâce à l'accord bilatéral 1 de 1999, mais la Suisse a rejoint seulement en 2004 FP6 comme pays pleinement associé. En ce qui concerne l'éducation,
je reviens en arrière là. L'éducation, on a été en fait que brièvement associé au programme d'éducation de l'Union européenne entre 2011 et 2014 grâce à l'accord sur les bilatérales 2. Actuellement, donc, la Suisse bénéficie d'une solution nationale qui s'appelle SEMP et donc n'est pas associée à Erasmus+, qui est le programme européen d'éducation actuel. J'ai voulu vous rajouter aussi l'information sur Galileo, donc, qui est le programme de navigation de l'Union européenne qui se rapproche du GPS. Actuellement, Galileo fait partie du programme spatial de l'Union européenne avec Copernicus. Pour Galileo, donc, on est toujours associé à cette partie, mais donc Copernicus, pas encore. Un point peut-être à relever par rapport aux négociations actuelles, c'est que le Conseil fédéral, lorsqu'il a voulu redémarrer les négociations avec l'Union européenne sous la forme d'une approche par paquet, il a aussi décidé de rajouter les programmes, enfin l'association au programme de recherche et d'éducation dans l'approche par paquet, ce qui rend les choses un peu plus compliquées parce qu'il y a plus de liens politiques qui sont faits entre les dossiers, alors même que normalement un programme de coopération n'est pas un accord d'accès au marché, donc disons, n'est pas lié à toutes les questions institutionnelles qui sont actuellement les plus problématiques. Donc peut-être juste pour clarifier cette différence, où normalement en soi, les questions institutionnelles ne sont pas si relevantes que ça pour les accords de coopération. Cette slide, c'est juste pour vous donner en fait une idée, un ordre de grandeur en fait sur les montants dont on parle. Actuellement, Horizon Europe a presque 100 milliards à disposition pour une période de 7 ans. Les colonnes de bleu foncé sont en fait les montants qui étaient dévolus à la génération précédente de programmes. Ce qu'on voit surtout, c'est par exemple une grosse augmentation sur Erasmus+, dans la génération actuelle, mais ça donne au moins une idée des montants en fait, dont on parle au niveau européen et des comparaisons en fait, simplement entre les programmes. Aussi en fait pour donner peut-être une idée des priorités actuelles au niveau politique par rapport à une association aux différents programmes européens. J'ai repris dans cette slide en fait simplement l'axe du temps qui montre à quelle période la Suisse a été associée pleinement au programme européen de recherche. On a eu aussi déjà un petit hiatus entre 2014 et 2016 où on a été seulement partiellement associé suite à la votation sur l'immigration de masse. Mais sinon, une association de 2004 à 2020 et même début 2021 qui a été pour le domaine de la recherche et de l'innovation en Suisse et pour l'économie très gagnante en termes de collaboration, que ce soit pour les chercheurs, mais aussi pour les financements en fait, disponibles en Suisse. Le graphe du dessous, en fait, vous montre l'évolution par année des différents programmes. Un point qu'on entend souvent actuellement, c'est de dire « Ah, mais finalement, on n'est toujours pas associé, ça ne vaut plus la peine de s'associer pour la fin du programme. » Non, les acteurs de la recherche et de l'innovation en Suisse restent convaincus et ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait d'être associés le plus rapidement possible et même en fin de programme parce que les montants, les collaborations, la plus-value reste importante à n'importe quel moment du programme et pas seulement à son démarrage.
et être associé en fin de programme permet aussi une reprise sur la génération suivante de manière plus facile. Donc le contexte qui a changé, donc ça c'est surtout pour comprendre en fait la dernière fois qu'on a négocié une association, donc c'était pour Horizon 2020 en 2013-2014. Depuis, il y a eu le Brexit et ça a quand même passablement changé la donne parce qu'au niveau de la Commission européenne, on a mis en place en fait une stratégie beaucoup plus coordonnée pour la collaboration avec les États tiers comme la Suisse. Et le secrétariat général de la Commission européenne a pris un rôle beaucoup plus grand, actuellement aussi confirmé dans les négociations actuelles, où aucune négociation thématique ne se fait sans la présence du secrétariat général de la Commission. Un point aussi, c'est que dans toutes les bases légales, donc dans tous les règlements pour les programmes européens, la même formulation s'est retrouvée donnée en termes de catégorie de pays potentiellement associables. Donc ça, c'est clairement aussi une nouveauté, sachant que dans les programmes précédents, les bases légales accordaient en fait des statuts différents à la Suisse qu'on s'associait au programme de recherche ou au programme d'éducation. Actuellement, maintenant, tout ça a été harmonisé et donc le statut actuel de la Suisse est, donc, comme je vous l'expliquerai en détail tout à l'heure, un pays tiers qui ne fait partie d'aucune catégorie spécifique pour l'Union européenne. Un point important aussi à noter, c'est l'augmentation du nationalisme et du protectionnisme européen. Ce EU First qui s'impose autant dans la protection des intérêts de l'Union que dans la souveraineté technologique. De plus en plus de domaines sensibles comme le spatial, le quantique, le domaine digital est fermé pour les pays tiers ou même parfois les pays associés. Donc ça devient de plus en plus difficile de collaborer sur des thématiques qui sont aussi pour nous clés. Et de plus en plus d'éléments liés à la défense surviennent depuis la guerre en Ukraine. Un point à relever, c'est en début d'année, la Commission a publié une nouvelle stratégie de protection de ses intérêts économiques qui touche aussi des aspects recherche, que ce soit pour la sécurité de la recherche ou le contrôle des applications dual use, etc. Et a mentionné aussi le résultat des élections européennes du début du mois avec une augmentation des représentations des partis de droite, voire d'extrême droite, qui risque aussi d'influencer fortement le contexte européen dans les prochaines années. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, donc le règlement pour Horizon 2020 proposait en fait à l'époque intégrer la Suisse dans les pays de l'AILE avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Et depuis 2021, cette réglementation qui a été harmonisée partout fait une catégorisation maintenant entre pays de l'espace économique européen, donc plus que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, les pays candidats à une adhésion à l'Union européenne et les pays du voisinage. Et ensuite, donc, ces trois catégories de pays ABC disposent d'un accord de base avec l'Union européenne qui leur permet d'avoir un automatisme en termes de possibilité de négocier un accord d'association, ce qui n'est pas le cas avec la catégorie D des autres pays tiers, où là, on demande d'avoir en fait un accord spécifique horizontal qui règle l'association
à tous les programmes de l'Union européenne. Et en fonction des intérêts des pays, on peut décider de rajouter à ce Specific Agreement un protocole ou plusieurs protocoles en fonction des programmes où le pays tiers souhaite s'associer. Donc, pour la Suisse, on s'imagine actuellement qu'on aura un Specific Agreement et probablement donc, un protocole pour le paquet Horizon, un protocole pour Erasmus+, et pour les autres accords qui pourraient arriver. Et donc, ce Specific Agreement facilite, en fait, c'est la raison pour laquelle la Commission a voulu le rajouter, ce Specific Agreement dépasse en fait les périodes budgétaires en termes d'application légale et donc est censé rester le même pour la prochaine négociation et il ne faudrait plus que renégocier en fait que les protocoles pour les futures générations de programmes. Cette slide, juste pour vous montrer un petit peu la géographie, comment s'organisent ces différentes catégories. Effectivement, il y a quelques pays considérés comme pays tiers en Europe, dont le Royaume-Uni, la Suisse et tous les micro-États que vous voyez comme petits points sur la carte. Actuellement, 18 pays sont associés à Horizon Europe et donc la Suisse est un des 2 pays qui négocie actuellement son association, comme le Maroc. C'est une slide un petit peu compliquée, mais l'idée, c'est de vous dire, en fait, quand les règlements, donc les bases légales pour les programmes sont adoptés, qu'il y a déjà, en fait, des discussions exploratoires qui ont lieu avec les différents pays tiers pour être le plus près possible dès que la base légale est disponible pour la négociation des associations. Pour les pays de la catégorie B et C, donc, les choses vont très rapidement parce qu'il n'y a pas besoin de demander un mandat de négociation. Donc, on peut simplement négocier, parapher le texte, donc c'est se mettre d'accord sur le contenu de l'accord, signer et ratifier. Et normalement, l'association entre en vigueur avec un effet rétroactif normalement pour le début du programme. Pour les pays de la catégorie D, donc que ce soit UK, la Suisse, le Maroc, etc., on a besoin en fait que la Commission demande un mandat de négociation aux États membres, donc au Conseil de l'Union européenne, avant de pouvoir démarrer ces négociations formelles. Du côté suisse, on avait déjà le mandat de négociation grâce à l'adoption du message financier pour l'association, donc le message EU qui date de décembre de 2020. Donc, du côté suisse, le mandat de négociation existait déjà. Donc, et donc, dès qu'on a un mandat de négociation, on peut entrer dans les négociations formelles, se mettre d'accord sur le contenu, parapher le texte, et ensuite, il faut consulter encore le Parlement européen. Ça, c'est une nouvelle étape spécifique depuis peu. Donc, à la signature, l'entrée en vigueur rétroactive. Pour la Suisse, donc, on était au bénéfice d'un arrangement transitoire au début de 2021 parce que, comme on était en train de négocier l'accord cadre institutionnel, la Commission européenne pensait que les négociations aussi pour l'association à Horizon Europe se passeraient sans encombre. Donc, ils nous ont donné l'éligibilité de soumettre des requêtes pour les premiers calls qui sortaient en début de programme. Ça, c'est des arrangements transitoires que la Commission européenne peut décider elle-même d'introduire en fonction de l'avancée des négociations entre les différents acteurs.
Malheureusement, donc, le Conseil fédéral a arrêté les négociations sur l'accord cadre institutionnel en mai 2021 et en juin, la Commission a décidé donc, de retirer la Suisse des pays proches d'une association et donc nous n'étions plus éligibles à participer aux appels à projets d'Horizon Europe. Donc, depuis, nous sommes un pays tiers non associé qui peut encore partiellement participer à certains programmes. Je vous donnerai le détail tout à l'heure. Et depuis aussi, les discussions exploratoires ont permis de relancer la discussion pour arriver, en fait, avec l'adoption des mandats de négociation suisse et Union européenne en mars, à une solution transitoire qui a été validée dans le Common Understanding de la fin de l'année dernière, à savoir que la Suisse peut à nouveau être éligible pour un seul call en 2024, donc le ERC Advanced Grant 2024, qui sont des bourses pour des chercheurs avancés. Donc, c'était un peu le sucre pour faire avancer les négociations, avec, dans le Common Understanding, aussi une information sur quelles seraient les conditions nécessaires pour pouvoir étendre cet arrangement transitoire pour l'école 2025. Donc, l'idée de la Commission, c'était de dire si on a suffisamment avancé sur la négociation globale Suisse-Union européenne, et que le texte du Specific Agreement est fixé, donc peut être paraphé, là, il y aurait eu donc la possibilité d'allonger cet arrangement transitoire pour les calls 2025. On n'a pas encore cette confirmation, mais donc l'idée, c'est de pouvoir prochainement redevenir éligible pour l'école 2025 avant d'imaginer une signature formelle de probablement tout le paquet pour être formellement associé avec une application rétroactive. On ne sait pas encore quand, mais probablement pour début 2025 ou pour l'école 2025, dont certains ouvrent déjà à partir du mois prochain. Donc, en ce qui concerne les développements au niveau suisse, le CEFRI, en fait, informe énormément sur son site web. Je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas déjà la page horizon-europe.ch. Qui est vraiment très instructive. Idem pour l'éducation. Le CEFRI informe aussi sur les développements. Actuellement, c'est simplement une indication que les négociations pour une association à Erasmus+ ont repris. Donc, un des tableaux qu'on trouve sur le site du CEFRI est par exemple cette slide qui montre qu'on est encore éligible pour des collaborations à plusieurs partenaires, donc 2/3 du programme qui est encore ouvert avec des financements directs du CEFRI aux chercheurs. Et pour le tiers où il n'est plus possible du tout de participer au niveau européen, là, le CEFRI a mis en place des instruments transitoires qui permettent aussi avec un financement direct ou indirect via le Fonds national Winnow Suisse de participer à des instruments similaires implémentés au niveau suisse. Donc, cette flexibilité de pouvoir financer des mesures transitoires est rendue possible grâce au message financier UE, donc qui en 2020 a réservé un paquet de 6,15 milliards pour l'association au paquet Horizon. Donc, l'idée, normalement, c'est que cet argent
puisse, en cas d'association, servir à payer la contribution obligatoire de la Suisse à l'Union européenne. Mais si l'association n'est pas donnée, de pouvoir engager ces montants aussi pour des mesures transitoires et de complémentaires au niveau suisse. Ce qu'il faut noter, c'est peut-être par rapport à ces 6,15 milliards, bien sûr que c'est un paquet de réserves qui n'est pas assuré. Néanmoins, dans le contexte actuel, avec des budgets de la Confédération aussi très serrés et des coupes dans le message formation, recherche, innovation, on se rend compte que l'argent disponible est aussi coupé dans ce message EU et actuellement, malgré les efforts de l'administration fédérale pour compenser la non-association, on se retrouve quand même à 15% en deçà des montants qui étaient envisagés. Donc, le CEFRI là, a pour l'instant engagé 2,5 milliards sur des mesures transitoires. Et si on reprend les chiffres du message EU, on se rend compte qu'on est effectivement à 15% plus bas d'engagement pris pour les mesures transitoires. Quel est l'impact de la non-association sur la Suisse? Clairement, donc, c'est l'exclusion des réseaux européens. Dans nos institutions, il y a plusieurs cas où clairement on a entendu aussi que les partenaires européens sont moins enclins à inclure des scientifiques suisses dans des grands réseaux internationaux, ne sachant pas quel va être le statut de la Suisse à quel moment. Donc ça, je pense que c'est une baisse de participation a été ressentie dans les projets européens. Une perte d'attractivité, le recrutement des talents devient plus compliqué. Donc, certains scientifiques ont décidé de simplement pas s'installer en Suisse ou de quitter la Suisse. Pour certains chercheurs, la Suisse ne figure simplement plus sur le plan de carrière, de passer par la Suisse pour continuer leur carrière, n'ayant pas à disposition la possibilité d'avoir des bourses pour jeunes chercheurs. C'est l'exclusion aussi de l'espace européen d'innovation. L'Union européenne a mis en place un Conseil européen d'innovation pour positionner le continent comme leader de l'innovation basée sur la science. Et là, malheureusement, les entreprises suisses ne peuvent plus avoir accès. Le Fonds national a mis en place quelque chose de similaire, un Swiss Accelerator. Mais clairement, il y a des exemples comme ID Quantique qu'on voit souvent dans la presse, qui est une entreprise basée à Genève, qui délocalise en Autriche pour pouvoir continuer ses activités au niveau européen. La perte de coordination de projet, c'est ne plus pouvoir avoir la direction scientifique de projet. Un autre exemple, c'est par exemple un professeur de l'ETH Zurich qui est vraiment spécialiste en sismologie et qui avait dans le passé dirigé de nombreux projets au niveau européen. Lui a dû céder sa coordination de projet à des groupes moins compétents ou moins profilés, simplement parce que justement, il était plus possible de garder cette coordination scientifique en Suisse. Une perte financière aussi, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi pour les universités, la nécessité de mobiliser des ressources pour atténuer les effets de l'exclusion, que ce soit avec certains financements internes ou pour un soutien plus soutenu aux chercheurs. Une compétitivité réduite pour non seulement les acteurs
de la recherche, mais aussi pour toute l'économie. Je vous montrerai tout à l'heure aussi 2 slides qui montrent en fait la baisse de participation de la Suisse dans ces projets européens. Et puis le fait de ne plus être associé veut aussi dire qu'on n'est plus à la table des discussions, donc qu'on n'a plus moyen d'influencer le contenu des prochains appels et des prochaines recherches qui seront mises au concours au niveau européen. Donc, peut-être juste rappeler que cette érosion est lente et sournoise et que malheureusement, les effets se feront sentir probablement que dans 10, 15 ans, que notre participation diminue et surtout que ça a un impact actuel sur la jeune génération pour qui certaines opportunités n'existent plus au niveau européen et qu'il n'est plus possible de se comparer au niveau européen. Donc, le tableau ici vous résume en fait la progression entre FP7, Horizon 2020 qui est donc FP8, Horizon Europe, et vous voyez au niveau des participations que la Suisse recule entre la 9e place entre 2007 et 2013 et la 15e place actuellement. C'est clair que les chiffres pour Horizon Europe sont encore provisoires, mais néanmoins un recul assez certain au niveau des participations. Et pour les coordinations, la même chose, on passe du 7e rang au 16e rang. Donc, en ce qui concerne les prochaines étapes, donc, comme tout à l'heure, l'adoption des mandats a permis donc, de mettre en place cet arrangement transitoire pour 2024. Donc, on est éligible pour les calls, enfin pour le call Advanced Grant 2024, mais quid des calls 2025? Pour l'instant, donc le fait que le vice-président Šefčovič ait renoncé à sa visite en Suisse confirme que malheureusement les progrès ne sont pas considérés comme suffisants dans la négociation globale pour avancer. Donc, le secrétaire d'État Alexandre Fazel dit déjà depuis un mois que ce sera probablement pas possible d'arriver à confirmer l'éligibilité des requêtes suisses pour les appels 2025. Donc clairement, je pense que le secrétariat d'État à la formation, recherche, innovation va certainement communiquer d'ici à mi-juillet quel va être le statut de la Suisse et si on n'est pas éligible, prévoir les mesures transitoires nécessaires et pour 2024, les calls auxquels on a renoncé en pensant qu'on serait éligible pour soumettre au niveau européen et les mesures transitoires 2025 donc, qui doivent aussi être budgétées. Les acteurs comme le Conseil des EPF s'est plusieurs fois prononcé en fait en faveur d'une association rapide découplée du contexte politique. La campagne Stick to Science a démarré en février 2022 et a été largement soutenue aussi par les acteurs au niveau européen. Et en début d'année, tous les acteurs de la recherche et de l'innovation en Suisse ont aussi écrit au Conseil fédéral sur la nécessité de trouver une solution rapide avec l'Union européenne. Pour Erasmus+, donc actuellement, le Conseil fédéral annonce qu'il veut présenter un message financier d'ici à la fin de l'année ou en début d'année prochaine pour une association à partir de 2026. Bien sûr que ça sera aussi influencé non seulement par l'avancée des négociations actuelles, mais aussi par le contexte du budget de la Confédération actuelle. Et pour Copernicus, donc vous avez certainement déjà vu que le Conseil fédéral a déjà mentionné, pour des raisons de coût, de ne pas vouloir s'associer à Copernicus avant 2028. Donc voilà pour la situation. Je reste à disposition pour toute question et je me réjouis de l'échange avec vous.
Un grand merci, Marilyn, pour cette présentation très complète. Je propose effectivement de suite d'ouvrir la discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les partager dans le chat. Est-ce qu'il y en a déjà une comme ça à chaud? Peut-être dans ce cas. Ah voilà, Laurent Widmer. Allez-y, Oui, merci. merci beaucoup pour cette présentation. J'étais la semaine dernière à différentes présentations et de la Commission et du secrétaire d'État. Et il était question des bilatérales 3. Et maintenant, je me pose un peu la question parce qu'on voit qu'il faudra il y aura un vote d'une manière ou d'une autre. Actuellement, il y a un peu un arbre qui cache la forêt. En tout cas, tout ce qui est revenu, c'était ce côté institutionnel de savoir si c'était un juge européen qui allait décider, s'il y avait en cas de litige. Et puis, la question est aussi de savoir comment est-ce qu'on peut vendre tout ça à la population. Donc, je veux dire que on a je pense, devant nous, il y a encore une période assez compliquée, j'allais dire, si on veut garder le lien avec l'Europe. Maintenant, j'aurais aimé savoir au niveau de la science, je veux dire que c'est peut-être, ça a été dit, mais dans les bilatérales 3 et les sciences, comment est-ce qu'elles vont ensemble? Tu as montré au début ce paquet, justement, cette approche. Est-ce que c'est un peu tout ou rien? Ou qu'est-ce qui pourrait se passer justement? Quels sont un peu les scénarios auxquels on pourrait s'attendre au niveau de la science et des bilatérales 3? Merci. Merci Laurent. Moi, je pense qu'effectivement, actuellement, je pense que autant du côté suisse que du côté européen, on se rend compte que le dossier recherche reste intéressant à garder dans le paquet global parce que c'est un bon moyen de garder la pression des deux côtés. Euh, Bien sûr que les hautes écoles ont beaucoup profité de la libre circulation. Nos institutions sont les plus internationales qui existent au monde, avec la majorité des étrangers dans nos institutions qui viennent de l'Union européenne. Donc, on a fêté la semaine dernière les 25 ans des bilatérales 1. Donc, à ce niveau-là, je pense que son contexte le contexte des bilatérales a beaucoup bénéficié au domaine des hautes écoles en Suisse. Maintenant, c'est vrai que même si on arrive à une conclusion d'un accord et qu'on a la possibilité donc de soumettre des projets en tant que pays associé, le résultat de la votation qui arrivera risque très certainement d'être la guillotine qui pourrait faire sauter l'accord d'association une fois de plus. Donc ça, je pense qu'au moment où on aura un accord, le pari d'être associé pour le long terme ne sera pas encore gagné parce qu'il faudra aussi assurer un résultat positif de la votation pour faire perdurer l'accord d'association au programme européen. Merci, Bernard Pachinger. Ouais, je pose ma question en allemand parce que mon français n'est pas tout à fait bien. Sie haben geschrieben, zum Beispiel beim Common Understanding, wenn die spezifischen Abkommen paraphrasiert sind und genügend Fortschritte resultieren, dann gibt es eine Übergangsregelung für Calls 2025. Was heißt das? Genügend Fortschritte, wer definiert das? Ja, das ist genau die Frage, weil tatsächlich, ich glaube, die haben es extra so vage formuliert, sodass man es interpretieren kann, dann wann heißt das, dass wir genügend Fortschritte dann erreicht hat. So, jetzt ist wirklich dann mit Šefčovič, der nicht in die Schweiz gekommen ist, dann hat man dann auch merken können, dass diese Fortschritte nicht genügend sind. So, aus diesem Grund dann vermuten wir, dass wir keine Transitional Arrangement für 25 kriegen werden.
oder nicht jetzt. Und für uns wäre es eigentlich ganz wichtig, dass wir dann schon für Mitte Juli diese Bestätigung kriegen könnten. So für den Specific Agreement scheint es, dass die Verhandlungen gut vorwärts kommen, aber leider dann auf beide Seiten wurden es nicht als genügend dann betrachtet, sodass man das schon bestätigen könnte. Genau, genau. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Simon Hirsbrunner. Oui, merci beaucoup. Merci Marilyn pour cet exposé. C'était vraiment très, très, très instructif, très intéressant. Tu connais bien la matière. Wenn Sie nichts ausmacht, werde ich eine Frage auf Deutsch stellen. Du hast erwähnt, es gibt ja neue Entwicklungen jetzt innerhalb der EU, die natürlich auch Forschung und Entwicklung mit betreffen. Du hast gesprochen von der Economic Security, dass eben gewisse Bereiche wie in der Digitalisierung und so vielleicht geschlossen werden, weil man denkt, das ist von strategischer Bedeutung. Das beschäftigt auch die EFTA-Staaten, das stellen wir hier fest in Brüssel. Wie kann man das, wird das überhaupt angesprochen in den Verhandlungen oder muss man einfach sagen, es gibt vielleicht in Zukunft gewisse Bereiche, eben gerade Digitalisierung, Cybersecurity, wo wir einfach nicht teilnehmen können oder was bedeutet das für die Forschenden der Schweiz? Ja, tatsächlich so. Ich glaube, dann leider auch eine Assoziierung würde uns nicht eine Bestätigung geben, dass wir überall machen könnten. So, weil wenn die EU wirklich dann auch Begrenzungen bringen möchte, dann für Key Technologies oder Sachen, die dann mit Verteidigung zu tun haben, dann könnte es auch sein, dass wir dann nicht überall mitmachen könnten. Während der Verhandlung normalerweise ist es vorgesehen, dass die Schweiz mit gewisser Sicherheit kommen könnte, dann so dass im Quantum zum Beispiel, dann, dass wir dann eher auf die sprechen von Low TRL, so das heißt eher dann Grundlageforschung, dass es weniger dann schon Anwendungen für Dual Use und so weiter, dann aber das sind wirklich Sachen, die dann jetzt noch zu diskutieren sind und wo wir sehr wahrscheinlich doch noch Begrenzungen haben werden. Es gibt auch schon jetzt Begrenzungen mit dem UK oder mit Israel und dann es wird sehr wahrscheinlich für die Schweiz auch ähnlich sein und wir werden nicht eine ganz volle Assoziierung kriegen. Merci. Peut-être une question de ma part. Justement, on a évoqué UK. Stick to Science, votre campagne lancée en 22, c'était encore à l'époque où le Royaume-Uni était aussi au même stade que la Suisse par rapport à Horizon Europe, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Où est-ce qu'eux se situent maintenant Alors au niveau de la effectivement, participation? chez eux, où ça bloquait au niveau politique, c'était donc sur l'application de l'accord nord-irlandais, où ils ont réussi à trouver une solution en début d'année, si je ne me trompe pas, ou déjà la fin d'année, enfin c'était déjà l'année dernière. Donc, suite à ça, ils ont effectivement repris les négociations parce qu'en fait, pour eux, le Specific Agreement faisait déjà partie de leur Free Trade Agreement qu'ils avaient négocié à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et donc, ils ont simplement repris les négociations et à partir de septembre l'année dernière, ils peuvent à nouveau soumettre et formellement, c'est à partir du début de l'année qu'ils sont réassociés à Horizon Europe, mais aussi avec certaines exclusions liées au contexte géopolitique actuel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Sinon, je poursuis encore une dernière question. On entend souvent, mais de toute façon, les PF, EPFZ et PFL, ils sont dans les top rankings avec les universités américaines, asiatiques, de Grande-Bretagne, et qu'en gros, il y a un énorme potentiel de coopération avec des partenaires extra-européens. Et puis qu'en fait, on peut s'en sortir sans être partie prenante de ce programme de coopération européen. Peut-être un mot là-dessus, sur la situation internationale. Alors, c'est clair qu'on peut, enfin, depuis toujours, les hautes écoles ont cherché à fonctionner avec le plus grand nombre de pays. Maintenant, il faut quand même se rendre compte que avec les polarisations qu'il y a autant en Asie que dans toute l'Amérique, qui vont être nos partenaires de demain? Est-ce qu'on se rapproche en termes de valeurs quand même plus de l'Union européenne? Je pense que ça joue un rôle vraiment important. Et clairement, enfin, sur certaines thématiques, ça fait tellement plus de sens de fonctionner avec nos voisins. C'est déjà actuellement le cas. Donc, la collaboration principale des hautes écoles en Suisse se fait avec les pays européens. Donc, je pense qu'on a tout intérêt aussi à conserver cette force de travailler avec les pays qui nous entourent. Merci. Merci Marilyn pour ta présentation, pour le temps que tu as pris aussi pour répondre à ces questions. On va s'arrêter là, il est 13 heures. Elle forme un vœu qu'on s'en tienne à ces 45 minutes. Un grand merci à toutes et à tous aussi pour votre participation aujourd'hui, mais aussi lors des éditions précédentes. Donc, c'était la 7e édition consacrée justement aux relations Suisse-UE et aux négociations en cours. Et toutes les vidéos sont à disposition sur notre chaîne YouTube. Vous en retrouvez déjà les premières, les suivantes vont suivre. Et naturellement, s'il y a des questions qui émergent encore en cours de journée ou dans les jours qui viennent, il ne faut pas hésiter à nous les faire suivre. On les transmettra le cas échéant aussi à Marilyn. Oui, merci encore à chacune et à chacun. Et puis nous, on vous souhaite du côté du mouvement européen, au niveau du Europe at Lunch, un bel été. Et puis j'espère qu'on se retrouvera sous un format similaire à la rentrée, sous un thème encore à définir. Mais voilà, on continue à œuvrer ensemble pour que les choses avancent dans la bonne direction, dans la direction de relations solides et pérennes avec l'UE. Merci Marilyn. Merci à Et toi, puis, Raphaël. bon appétit à tout le monde.